Alors, nous sommes ravis. Moi, je suis Sophie Dagbert, directrice formation à l'UNAFAM. On est ravis, tous les trois, de vous accueillir pour ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UNAFAM, je vous fais une petite présentation très rapide. C'est une association de familles de personnes vivant avec des troubles psychiques dont les missions sont d'écouter, soutenir, former d'autres familles, lutter contre les préjugés et défendre les droits des personnes concernées et de leurs familles. L'association est présente sur l'ensemble du territoire grâce à 1800 bénévoles et une soixantaine de professionnels. Et en 2024, ce sont 60 000 personnes presque qui ont été accompagnées ainsi par l'association, directement ou indirectement. Depuis quelques années, l'UNAFAM accueille de plus en plus de parents d'enfants et d'adolescents en difficulté psychique et a mis en place des permanences et des journées d'information spécifiques dont je vous donnerai les informations en fin de webinaire. L'UNAFAM s'est ainsi positionnée dans une démarche de prévention et on a initié en 2023 un cycle de webinaires à destination des parents de jeunes en difficulté. Alors ce soir, notre thème, c'est le trouble borderline, parce qu'il touche particulièrement les jeunes et que c'est un trouble encore mal connu. Comment se manifeste ce trouble? Comment le différencier d'une crise d'adolescence? Comment se rétablir? Ce sont tous ces sujets-là que nous allons aborder ce soir avec nos deux invités. Et je vous présente tout de suite le docteur Clémentine Estric, qui est psychiatre au CHU de Nîmes et coordonnateur AIP France, et Hayden, qui est un jeune en voie de rétablissement et qui a donc traversé cette période de trouble borderline. Donc, comme vous voyez, il est là, souriant et tout à fait disposé à partager avec nous. Ça va être super. Voilà. Euh, Peut-être vous voulez préciser des choses tous les deux, ou pour l'instant ça va comme ça? Non, c'est bon pour moi. Alors, en avant, super, merci. Alors, on va partager ce temps de webinaire en deux moments. Une première partie que je vais animer, je vais poser quelques questions pour lancer les sujets avec le docteur Estric et Hayden, jusqu'à environ, on va dire, 19h10 à peu près. Voilà, c'est pour vous donner un peu le temps. Pendant ces éléments, n'hésitez pas à poser vos questions, donc par écrit, comme je le disais tout à l'heure, avec la petite icône QR, questions-réponses, qui est en bas de votre écran quand vous faites défiler votre souris, vous le voyez. Et là, vous pouvez écrire, vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, donc c'est super. Et on aura à peu près une partie de 45 minutes pour pouvoir répondre à vos questions de manière le plus exhaustive possible, on espère. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la première partie de la session. Comme ça, on va pouvoir les collecter. J'ai une assistante formidable qui va réunir ces questions et qui va pouvoir m'aider à les retranscrire. C'est génial. Et on va pouvoir essayer de répondre au maximum de choses. Voilà pour les questions pratiques. Alors, on démarre. Et moi, la première question que j'ai envie de poser au docteur Estric, c'est on parle de troubles borderline, on entend parfois aussi le terme état limite. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire trouble de la personnalité borderline, pour déjà poser un petit peu le sujet qu'on voit déjà bien complexe? Est-ce que vous pourriez nous éclairer pour définir ce trouble, Oui, s'il vous plaît? alors avec plaisir. Déjà dans la manière de le nommer, que l'on parle de trouble borderline, de trouble émotionnel borderline, de trouble de la personnalité borderline, de trouble de la personnalité sévère ou grave, ou d'état limite ou de trouble de la personnalité limite, tout ça, ce sont des synonymes. En fait, il y a eu, je dirais, une évolution un petit peu dans la manière de classifier les troubles mentaux au fil de l'histoire de la psychiatrie. Et notamment dans les années 1930 et 1950, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à établir un petit peu ce diagnostic de trouble de la personnalité borderline dans les classifications, que les psychiatres ont commencé à s'y intéresser. Et à l'époque, dans les années 30 et 50, la paire de lunettes, c'est-à-dire le mode de pensée sur le plan de la psychothérapie qui était la plus représentée dans le monde, en fait, à ce moment-là, c'était de la psychanalyse. Et donc, initialement, on décrivait ce trouble borderline qui, en fait,
borderline, d'accord, qui est à la charnière, toujours, c'est ce principe-là de limite, en fait, à la limite, hein, le borderline, c'est en fait une traduction anglaise de à cette limite, toujours, était donc une manière de concevoir ce trouble selon un aspect analytique, de dire ce sont des patients qui sont tellement complexes, qui posent tellement de soucis euh, voilà, aux premiers thérapeutes et puis aux hôpitaux dans les années 50 que on les trouve tellement complexes qu'ils sont presque inclassables. Ils sont ni dans les névroses, comme on pourrait classifier ça, et ni dans les... C'est-à-dire, le champ des névroses, c'est plutôt le champ des patients déprimés ou des patients anxieux, ni dans le champ des psychoses, des patients qui parfois peuvent expérimenter des symptômes d'hallucination et tout ça. Et parfois, les symptomatologies étaient tellement charnières avec des symptômes d'un côté et de l'autre qu'ils se sont dit, il faut qu'on appelle ça limite dans le sens où ça vient piocher un petit peu de la symptomatologie des deux côtés. Donc les francophones aujourd'hui parlent aussi de borderline, même si c'est le terme anglais. Et par exemple, nos amis aussi québécois continuent à utiliser le terme d'état limite. Donc c'est synonyme, on peut, c'est tout à fait OK de parler de l'un ou de l'autre sans distinction. Merci pour cet éclairage important. Euh, Peut-être, Hayden, pour entrer dans le vif du sujet, vous pourriez nous dire comment ça s'est manifesté pour vous, ces troubles? Alors, bah, le symptôme le plus enfin, flagrant, qui forcément de borderline, c'est les sautes d'humeur et l'instabilité émotionnelle. Et j'en ai vécu, enfin, j'ai vécu toute ma vie, surtout à partir de l'adolescence, en fait, au moment du collège, vers mes 11 12 ans. J'ai des grosses instabilités émotionnelles. Je ne contrôlais pas du tout mes émotions. Je faisais souvent des crises, crise d'angoisse, crise de colère, crise de plein de choses parce que les émotions étaient trop. Elles étaient trop fortes, trop présentes, trop ingérables en fait. Et on a mis du temps à... J'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres, j'avais des comportements aussi dangereux, je me faisais du mal pour essayer d'atténuer cette souffrance. Et il a fallu attendre à peu près ouais, mes 18 ans, oui, pour que le diagnostic borderline soit posé par le docteur Clémentine Estric à l'hôpital de Nîmes. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, j'espère. Et pour commencer à poser un petit peu le type de symptômes qu'on peut retrouver dans ces troubles, et vous avez sans doute plein de choses à compléter, docteur Estric. Oui, absolument, parce que ce que Hayden, et du coup Hayden, tu rebondis, tu hésites pas. Ce que Hayden finalement nous souligne, c'est que il y a une, une des dimensions cliniques qui est inhérente à ce trouble, qui est le spectre des émotions, qui sont débordantes, qui sont intenses et qui sont difficiles effectivement à identifier par la personne, mais aussi à gérer. Donc souvent on parle de ces vagues émotionnelles, ou on parle aussi de yo-yo émotionnel. La petite nuance que j'apporterai sur cette première sphère de symptômes autour des émotions, c'est que dans les troubles de la personnalité, et notamment borderline, on essaye de faire une distinction entre quand on parle d'émotions, c'est-à-dire ces fluctuations très rapides, ces états un petit peu, ces colorations un petit peu de comment on se sent, tantôt colère, tantôt joie, tantôt peur, tantôt triste, tantôt surpris, tantôt intéressé, mais aussi tantôt coupable et tantôt honteux. Donc tous ces champs-là sont des champs d'émotions. Et du coup, notre état est caractérisé par une succession d'émotions au fil de la journée qui se succèdent, parfois viennent en même temps aussi. Et c'est bien ça qu'on appelle émotion. C'est important de faire la distinction entre ce qu'on appelle dans d'autres troubles les changements thymiques ou de l'humeur, où là, en fait, on se réfère à des phases de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, où, entre guillemets, on reste bloqué dans soit un état de dépression, soit un état d'excitation sur une durée de temps beaucoup plus longue, et où là, finalement, on se référerait plus à un trouble de l'humeur, donc de la dépression ou d'un trouble bipolaire. Et donc nous, on essaye de faire un petit peu
la part des choses, parce que oui, Hayden l'a bien dit, il y a beaucoup de fluctuations, il y a beaucoup d'instabilité dans ce trouble borderline. Et en fait, il y a tellement de vagues que parfois on a l'impression qu'on reste coincé dans les vagues, mais c'est ce qui fait parfois la différence aussi avec un trouble bipolaire où c'est pas une expérimentation dans la vie de certaines phases sur plusieurs semaines et puis après je reviens à l'équilibre et je peux représenter d'autres phases dans la vie. C'est vraiment une fluctuation au quotidien de ces différentes vagues d'émotions. Ça, c'est la première sphère des symptômes. Et ensuite, comme je t'en prie. Non, et j'allais dire, oui, c'est. Et en fait, c'est un côté, moi, que je trouve très handicapant, c'est vraiment cette fluctuation constante et en plus, qui parfois ne peuvent venir que de pas grand-chose. Enfin, les personnes borderline peuvent aller très bien et sur une sensation que quelque chose est différent, changer complètement d'humeur tout de suite, très vite, et être vraiment déprimé ou être vraiment triste, être vraiment anxieux pour après retourner à encore à de la colère très profonde. Mais en fait, c'est toujours des émotions très intenses. C'est pas superflu, c'est quelque chose de vécu très intensément sur une très courte période de quelques minutes, heures, voire quelques jours au maximum. Et comme vous l'avez dit, c'est ce qui différencie des troubles dépressifs ou bipolaires, c'est que rarement ça dépasse les quelques jours. Mais du coup, c'est quelque chose de très fatigant parce que dans la même journée, on peut être passé par toutes les émotions de la planète et plusieurs fois en plus. Tout à fait. Donc ça, c'est assez caractéristique sur le plan des émotions, de comprendre le trouble borderline avec cet aspect émotionnel qui est très fort et qui est très douloureux, hein, qui est la source un petit peu, une des sources principales de la souffrance, de la détresse et donc du mal-être que décrivent les jeunes et aussi d'autres personnes qui expérimentent ce trouble moins jeunes. Euh, et qui du coup, ce champ émotionnel entraîne un sentiment de vide intérieur. Ça, c'est un point qui est assez clé aussi dans la manière de comprendre le trouble borderline, c'est que il y a un flot d'émotions, mais au fond de soi, peut avoir l'impression d'être toujours en mal-être, d'être toujours teinté très pessimiste sur soi-même, d'avoir beaucoup de honte de soi. On sait que c'est une émotion qui est très surexprimée dans le trouble borderline. Honte de soi et puis honte de la manière dont on relationne avec les autres. Donc, des fois, on peut douter de sa légitimité à exister. Et donc, tout ce champ du vide intérieur et de l'émotion de honte qui va être disproportionnée va conduire donc à une image de soi qui est très blessée, hein, qui est très abîmée, puisque ben, on n'a pas confiance en soi, on ne s'estime pas ou on s'estime mal, ou on s'estime de manière très fluctuante, en oscillant entre des moments où on peut avoir l'impression d'être, voilà, de pouvoir faire des choses, et puis à d'autres moments en fait où on se pense incapable de tout, ou pas légitime, ou donc, ces fluctuations, c'est aussi ça, c'est aussi dans la manière dont on se perçoit avec ce vide, notamment intérieur, et cette émotion de honte. Souvent, ce qu'on voit et qui me fait faire le pont sur la deuxième dimension des symptômes, c'est que euh, il n'y a pas que ça qui constitue, mais le fait de se sentir vide, ben, on voit beaucoup chez les personnes qui expérimentent ce trouble-là que le cerveau va avoir tendance à vouloir combler ce vide et où il va y avoir recours à beaucoup de comportements de mise en danger qui sont sous-tendus par de l'impulsivité. C'est ma deuxième sphère de symptômes dont je voulais vous parler. L'impulsivité qui fait partie de ce trouble euh, plus le sentiment de vide à l'intérieur de moi va faire que mon cerveau va m'orienter vers des comportements de mise en danger pour tenter de combler ce vide et cette honte que j'ai de moi, cette culpabilité, cette colère, etc. Et donc mon cerveau va me proposer d'avoir des comportements pour m'auto-saboter, euh, ressentir autre chose que mon vide et ma honte. Euh, voilà, essayer de ressentir autre chose pour différer de cette émotion-là au fond. Et donc, il va y avoir tout le champ des comportements autodestructeurs qui vont se mettre en place chez les personnes, que ça soit de l'automutilation, des scarifications, qui du coup, avec un risque donc suicidaire hein, qui est élevé et
et qui, nous, est un enjeu de soins très important chez ces personnes-là, puisque les conduites suicidaires et les conduites parasuicidaires, c'est-à-dire tous les comportements autodestructeurs autour, sont très fréquents et très graves, mais aussi d'autres comportements impulsifs de mise en danger, que ça soit par une alimentation désorganisée, que ça soit par de la prise de substances, que ça soit par des conduites sexuelles de mise en danger à risque, des comportements de agressivité acceptés ou faits parfois, des comportements automobiles à risque, etc. Donc il y a aussi tout ce champ de l'impulsivité et de la mise en danger qui est vraiment au cœur de la compréhension de ce fonctionnement. Je te laisse, Aïden, peut-être nous dire comment toi tu vois ces choses-là d'impulsivité. En fait, l'impulsivité, par rapport à comment moi je l'ai vécu, ma propre impulsivité et mes propres mises en danger, c'était vraiment le fait, comme vous l'avez dit, de ressentir quelque chose au milieu de ce vide, ou même parfois simplement orienter la douleur autrement. Parce que les émotions font tellement souffrir, et elles sont tellement intenses qu'on a mal à des endroits de nous internes qui sont pas soignables avec un pansement. Et on va venir en fait dériver la douleur, on va venir tourner en fait l'occupation mentale vers autre chose, soit par voilà, la prise de substance qui va complètement altérer notre perception intérieure, la douleur physique qui va détourner notre attention sur quelque chose de palpable, de malléable, sur lequel on peut agir par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ou voilà, cette recherche enfin, ces conduites sexuelles à risque qui aussi vont être là pour venir ou faire oublier en fait la souffrance interne. Donc, pour moi, il y a vraiment ces deux choses-là. C'est soit pour distraire, soit c'est pour combler le vide qui est insoutenable, en fait, qui est vraiment compliqué à vivre. Puis même, c'est assez étrange parfois de ressentir du vide. Parfois, ça m'arrive encore. Parce qu'on vit tellement plein d'émotions, on vit tellement, il y a toujours tellement quelque chose dans notre tête que quand on ressent du vide, ben, on est perdu et on se sent bizarre, on ne se sent pas à notre place. Et c'est vraiment une sensation de nous-mêmes qui est très désagréable. Tout à fait. Donc là, tu as bien mis en évidence, Aïden, tout le champ des possibles mises en danger. Et ça, c'est un enjeu important pour essayer de faire changer la trajectoire, bien sûr, des patients les plus jeunes. C'est vrai que vous allez voir aujourd'hui, notre discours, il va être un petit peu centré sur de l'intervention précoce auprès des jeunes, mais on est bien d'accord que ce trouble borderline peut être bien sûr repéré aussi dans des populations autres que jeunes adultes ou adolescents avec des soins qui leur sont offerts aussi. C'est vrai que comme nous, on a une pratique beaucoup tournée sur l'intervention précoce et le jeune adulte, notamment entre 15 et 25 ans. C'est vrai que beaucoup, vous allez voir dans notre discours de la symptomatologie décrite chez les jeunes, mais je voyais déjà dans vos questions qu'il y avait aussi, est-ce qu'on peut avoir un trouble borderline à 50 ans? Oui, ça s'inscrit dans le cadre d'un trouble de la personnalité avec un fonctionnement qui dure dans le temps, même s'il y a des variations et de l'instabilité. Et on en parlera peut-être un petit peu sur le plan de l'évolution. C'est un trouble qui a une évolution très favorable. Et donc ça, peut-être, si vous faites un point ensuite sur l'évolution et le pronostic, on en parlera plus tard. Mais voilà, donc ça, c'est un point qui me semble important, en tout cas pour donner de l'espoir à donner. Et ensuite, à Eden, peut-être qu'on peut finir un petit peu ce champ des symptômes, si tu le veux bien, en parlant de l'aspect des relations. Oui, c'est très, très important les aspects des relations parce que c'est chaotique. Si je devais choisir un mot, je pense des relations interpersonnelles, c'est vraiment le mot chaotique parce que on va avoir une radicalité envers les personnes très présente. C'est-à-dire que on aime la personne, on peut la détester 5 minutes après, mais il n'y a pas d'entre-deux. Elle peut avoir fait une chose une personne qu'on apprécie beaucoup peut faire quelque chose qui nous a déplu et on va plus aimer cette personne. Et en fait, il y a ça, il y a aussi on va mettre fin aussi à des relations. Parce que faut savoir qu'un borderline, en fait, a une peur panique de l'abandon. Voilà. Être seul, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Du coup, forcément, souvent, il va s'accrocher aux personnes et plus ou moins fort.
et provoquer parfois l'abandon parce qu'il se dit, la personne va finir par m'abandonner. Donc, si je provoque l'abandon avant qu'elle n'arrive, au moins j'ai le contrôle sur le fait que je sais que ça va arriver et je peux à peu près mentaliser le fait que la personne va partir puisque c'est moi qui l'a fait fuir. Et si la personne part sans que la personne atteinte du trouble borderline n'ait prévu cette éventualité, on va avoir une grande détresse, une grande culpabilité, un grand désespoir aussi, un désespoir. Et la personne borderline va tenter parfois des choses extrêmes pour essayer de garder la personne dans sa vie au point de justement avoir des comportements limites pour vraiment pour faire en sorte de ne pas être abandonné par la personne parce que cet abandon est juste impossible. Ce n'est pas entendable. Et ça, Aïden, finalement, là, tu nous éclaires beaucoup sur un troisième champ de symptômes liés aux relations, qui est au moins tout aussi important que le champ des émotions et de l'impulsivité, et qui, dans le fonctionnement quotidien, est presque celui qui impacte le plus les personnes. Bien sûr, les comportements impulsifs, bah, ça fait mettre en danger, et ça fait mettre en danger aussi notre vie et le risque vital. Les émotions, c'est beaucoup de vagues et donc c'est une grande souffrance. Et les relations, bah, ça a un impact vraiment fonctionnel sur la vie quotidienne puisque ben, les relations, elles sont aussi très instables et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de, derrière d'enjeux qui se mettent en place de comment je vais faire pour soit m'auto-saboter dans les relations, même si des fois c'est pas très conscient, hein, mais hop, j'auto-sabote les relations parce que bah, j'ai aussi l'habituation que j'ai toujours vécu que ça et je suis un peu condamnée à vivre que ça. Et puis d'autres manières, j'essaye de la contrôler, la relation. Alors parfois je peux un peu cliver, parfois je vais essayer d'être sûre, de me rassurer que la personne va pas m'abandonner et en fait tout ça abîme en fait alors que la personne, ce qu'elle veut le plus, c'est se rassurer sur le fait que la relation va bien se passer et va être bienveillante et va durer dans le temps. Et en fait, c'est un cercle vicieux puisque la personne, finalement, par ces comportements-là, abîme la relation et donc il met fin, finalement, même involontairement et parfois encore plus vite. Donc ce champ relationnel, il est vraiment central dans la compréhension du trouble borderline. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'est pas que conséquence de ce trouble. Parce que parfois, on peut dire les troubles relationnels, c'est vrai, on en voit beaucoup. Dans la suite des consommations de substances, forcément, les relations peuvent être abîmées dans ce champ-là. Mais tout ça, c'est une forme de conséquence. Dans le trouble borderline, l'aspect relationnel, c'est aussi la source du problème. C'est pas qu'une conséquence, c'est aussi la source. Et pourquoi c'est aussi la source? C'est parce que les personnes qui expérimentent un trouble borderline ont dans leur vie donc expérimenté des schémas relationnels qui ont été vécus ou perçus comme abandonniques par la personne elle-même. Et donc, voilà, il y a eu tout ce schéma de relation qui s'est installé avec, comme tu l'as souligné aussi, des biais cognitifs. Notamment, ce que tu décrivais, c'est ce qu'on appelle le biais ou la distorsion cognitive du tout ou rien, ou même dans les relations, il va y avoir ce filtre de tout ou rien qui va s'appliquer et où la personne va avoir du mal à trouver un positionnement juste et intermédiaire dans la relation avec certaines choses que je fais bien et où je peux me valoriser là-dessus et certaines choses où je suis plus en difficulté et je peux accepter de le repérer et de le travailler. Donc il y a cette grande difficulté, tout est très dichotomique en fait dans le trouble borderline. Voilà. Et est-ce que tu as des choses, Aïden, à rajouter sur le plan des relations? Euh, j'ai un truc à rajouter parce que c'est quelque chose de très spécifique, mais je trouve qu'il est très important d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai fait énormément face dans mes relations. C'est de se rendre compte que parfois la personne borderline, effectivement, quand elle a l'impression d'être abandonnée, parfois ça peut être juste une sensation d'ailleurs, il est très important d'arriver à discuter déjà avec elle, d'essayer de comprendre, mais c'est surtout que, alors, ce qui va se passer, c'est que ça va arriver souvent que la personne borderline va avoir un comportement limite, va se faire du mal parce qu'elle a l'impression qu'elle se fait abandonner, va dire que parfois elle a envie de mourir, et en fait, il faut comprendre que c'est une impulsion
c'est pas du chantage émotionnel. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas forcément du chantage émotionnel, c'est juste que vraiment la douleur que ressent la personne au fond, ça l'amène à souffrir véritablement, et à se dire je peux pas perdre la personne, et c'est vraiment bah, ça va être des comportements à risque. Alors je dis pas qu'il faut tout accepter, hein, bien évidemment, on pose là-dessus des certaines limites, mais dans le sens où dans ces moments-là, il faut essayer de mettre un temps d'arrêt et d'expliquer à la personne parfois que d'accord, il y a un truc qui marche pas, il y a quelque chose qui fâche ou autre, une discorde, mais en discuter et désamorcer ces impulsivités d'envie de se faire du mal. C'est vraiment discuter au maximum, parce que discuter, ça évite 90-95% du temps les comportements à risque, selon moi. Et ce qui est très important dans ce que dit Hayden, c'est que on voit bien que la source de la souffrance, elle est principalement dans la relation avec les autres, ce qu'on appelle les relations interpersonnelles, qui font souffrir parce que on passe d'une idéalisation de l'autre à une déception de l'autre. Et et donc cette déception dans la relation à l'autre, ça va être le principal facteur de déclenchement des crises, puisque j'attendais qu'il réponde à mon texto, il m'a pas répondu, ou je voulais le voir, mais lui, il est pas dispo. Donc on a idéalisé l'autre trop, et puis on est déçu de l'autre trop, et il n'y a pas de juste milieu dans la relation à l'autre. Et ce qui est un petit peu spécifique suite à ce schéma-là dans la relation, c'est que les personnes qui expérimentent un trouble borderline vont avoir aussi une grande hypersensibilité donc de la relation et aussi dans la relation à elle-même, avec donc cette honte qui est très surexprimée et où quand il va se passer une déception relationnelle avec quelqu'un d'autre, eh ben, il va y avoir une forme d'autoculpabilisation et de honte de soi. Et c'est pour ça que, en fait, il y a aussi, aussi un gros trouble de la relation à soi-même, puisqu'on va voir que tout ce que tu décrivais, Hayden, dans la relation aux autres, qui sont des sources en fait de recrudescence de crise, et notamment de crise suicidaire, puisqu'on voit bien que la déception relationnelle réactive souvent les idées suicidaires chez ces personnes-là, eh ben, il va y avoir une forme comme ça d'auto-agressivité, c'est-à-dire, oh là là, j'ai abîmé cette relation, ou j'ai fait foirer, je suis vraiment une mauvaise personne, je suis une mauvaise amoureuse, je suis une mauvaise amie, je suis une mauvaise enfant, et donc, hop, voilà, donc auto-infligé, pessimisme sur soi, culpabilisation, honte, plus. Et donc, j'ai cette hypersensibilité et mon impulsivité. Et donc, je vais souvent tourner mon agressivité envers moi-même. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la possibilité, bien sûr, de colère et d'agressivité un petit peu externalisée, mais il y a beaucoup d'agressivité contre soi. Merci pour tous ces éclairages. On aura l'occasion d'approfondir, j'en doute pas, ça au fur et à mesure des questions. Moi, j'avais une question quand même importante. Là, on parle des jeunes. C'est un trouble qui, a priori, touche quand même d'abord les jeunes, mais vous me corrigez, bien sûr, docteur Estrie. L'adolescence, c'est une période où se construit la personnalité. Pour certains, ça peut être une période très agitée. On peut parler de crise, mais comment est-ce qu'on peut différencier, du coup, c'est quoi les signes un peu particuliers entre une grosse crise d'adolescence, appelons-le comme ça, et un trouble borderline qui s'installe, quoi? Je Alors vais le dire déjà, avec mes mots à moi, pardon, hein. non, non, mais c'est une question qu'on se pose beaucoup et je comprends que c'est une question qui puisse aussi animer énormément de proches puisque c'est vraiment difficile et c'est un diagnostic qui est complexe. Donc parfois, on a une lecture difficile de cet état de mal-être chez les jeunes et donc c'est difficile de faire la part des choses et même sur le plan des équipes soignantes, c'est souvent très difficile et j'ai pas une réponse claire et franche, c'est aussi souvent difficile. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est premièrement, aujourd'hui, à l'international, on a l'air d'avancer, on est en train d'avancer dans la compréhension de ce trouble, dans une démarche d'intervention précoce et donc de diagnostic précoce, en se disant que il y a peut-être plus autant de fondements théoriques si vrais que ça, de dire qu'on ne peut poser le diagnostic qu'à 18 ans parce que la personnalité serait un peu plus étoffée que ce qu'elle n'est avant. Ça, c'est beaucoup remis en question et donc
toutes ces études-là nous poussent aujourd'hui à pouvoir poser le diagnostic dès l'adolescence. Si bien sûr, nous avons assez de critères et une souffrance assez forte, avec des mises en danger aussi assez fortes, pour pouvoir poser le diagnostic. Bien sûr, l'idée n'est pas du tout de tomber dans une idée reçue, parfois que l'on entend, qui dirait tous les adolescents sont un peu borderline. Non, pas du tout. Tous les adolescents ne sont pas borderline. Souffrir d'un trouble de la personnalité borderline, ce n'est pas une crise d'adolescent, ce n'est pas même une crise d'adolescence sévère. Ça, c'est une idée reçue et c'est probablement un préjugé qui est erroné. Par contre, que l'on puisse avancer dans le sens d'une intervention précoce et pouvoir poser le diagnostic lorsque l'on a les symptômes dont on vous a parlé, à savoir la difficulté dans les émotions, la difficulté dans l'impulsivité, donc les mises en danger d'autodestruction, automutilation, le risque suicidaire, c'est-à-dire des tentatives de suicide à répétition, ou des idées suicidaires que le jeune vit avec dès l'adolescence. Et on peut avoir des idées suicidaires dans l'enfance et l'adolescence. Nous, on voit de plus en plus, moi sur ma pratique, je vois de plus en plus de très jeunes, hein, même à partir de 8 9 ans, qui commencent à avoir des idées suicidaires dans des contextes aussi traumatiques, par exemple. Et donc, on est sur une construction de la personnalité progressive. Et ça nous arrive parfois de voir des jeunes à 12 ans, à 15 ans, à 16 ans, qui ont les symptômes nécessaires pour pouvoir poser le diagnostic. Et on est un petit peu dans cette démarche non pas de vouloir surétiqueter, quand c'est pas le besoin de la personne et de sa famille, ça n'a pas d'intérêt, mais parfois ça permet aux gens de mettre du sens sur ce qu'ils vivent, de pouvoir parler un petit peu de manière sincère de toute cette souffrance. Et je crois que ça a été un petit peu le cas de Hayden quand on a commencé à parler de ça un petit peu ouvertement. Ben voilà, on voit ton sourire et ça en dit long. Bah, disons que j'ai souffert de ça bah ouais, à partir de mes 11 12 ans. Déjà avant, j'étais pas très, j'étais considérée comme hypersensible, un enfant très hypersensible et très empathique. Mais j'ai eu des idées suicidaires très jeunes, enfin très jeunes, vers ouais, mes 11 12 ans. C'est à peu près vers là que mon comportement a complètement changé. Je me faisais du mal, j'avais envie de mourir. Et en fait, on m'a fait voir des sophrologues, des psychologues, des psychiatres, mais on n'avait pas de diagnostic concret. On me disait, voilà, hypersensible, empathique, au potentiel émotionnel, mais rien qui expliquait concrètement ces sautes d'humeur, qui expliquait concrètement cette envie de mourir, ce dégoût de moi-même, parce que je me suis détesté, j'ai encore parfois du mal avec mon image pendant des années. Il y avait rien qui expliquait concrètement tous ces comportements, ni ce que je ressentais. Voilà, je connaissais des personnes hypersensibles et ça, empathiques, mais je ne me reconnaissais pas. Il y avait quelque chose de plus. Et quand j'ai eu le diagnostic à mes 18 ans, bah, en fait, ça a été un soulagement. Parce que, en fait, il y a eu vraiment ce truc de me dire, ça se passe pas que dans ma tête. Je suis pas fou, c'est pas moi qui débloque. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas très bien, mais on sait ce que c'est. Et si on sait ce que c'est, on peut influer dessus pour que ça aille mieux. Parce que, en fait, tant qu'on n'avait rien de concret à m'expliquer sur mon fonctionnement, il n'y avait rien qui s'arrangeait. Et en fait, je voyais le truc où j'allais être comme ça toute ma vie et ça allait pas être vivable. En fait, c'était juste pas possible. Aujourd'hui, avec le diagnostic, déjà, je peux me comprendre. Je peux essayer d'expliquer un petit peu le fonctionnement du trouble borderline à d'autres personnes qui me côtoient au quotidien. J'ai eu de la chance d'avoir des thérapies, une prise en charge psychologique et psychiatrique qui fait qu'aujourd'hui, ben, imaginer une vie, ça m'est possible. Il y a encore quelques années, imaginer un futur, ça ne l'était pas. Pas comme ça. Aujourd'hui, je peux imaginer un futur, je peux mener une vie à peu près normale, bah, avec toujours certaines sautes d'humeur, mais qui s'atténuent. Ça fait, voilà, j'ai 21 ans, donc ça fait 3 ans que j'ai été diagnostiqué. Bah, je vois nettement l'évolution entre mes 18 ans et aujourd'hui la personne que je suis. Parce qu'on a mis un mot dessus, parce que j'ai été pris en charge, parce qu'on m'a expliqué mes fonctionnements et que j'essaye de travailler dessus au quotidien.
Donc, je crois qu'effectivement, Aiden, tu l'as dit, la principale différence pour vous, parents qui nous écoutez, probablement si vous êtes là, c'est que vous êtes concernés déjà par le trouble borderline, mais il y a peut-être aussi des parents qui accompagnent un jeune avec une souffrance émotionnelle un peu qui émerge et qui savent pas très bien faire la distinction avec un véritable trouble à diagnostiquer. Je dirais que d'avoir cette totalité des symptômes, des relations difficiles, des émotions débordantes, une impulsivité avec de la mise en danger, un mal-être qui reste, ce sentiment de vide, se sentir honteux et d'avoir des idées suicidaires. Voilà, je crois que tous les ados en crise d'adolescent n'ont pas d'idées suicidaires. Et je crois que c'est un petit peu ce chevauchement-là de symptômes qui nous permet de dire oui, là, il faut aller consulter. Il faut aller demander une évaluation parce qu'on n'est plus dans le champ d'une crise d'ado ou quelque chose de passager qui va s'estomper tout seul. Donc là, il faut savoir effectivement dépasser aussi, on le sait, hein, tout le champ du stigma, de la difficulté d'accès aux soins parfois, pour pouvoir aller demander une première évaluation et prendre en charge le plus tôt possible, en fait. Donc, absolument, je dirais que c'est plutôt ça la charnière. Mais voilà, on est nous aussi dans une démarche de... La science progresse beaucoup sur le trouble borderline. On est au tout début, je pense, voilà, d'une ouverture du champ des possibles. Il y a un travail énorme en recherche qui avait été fait sur d'autres troubles, les troubles bipolaires, les troubles schizophrénie, et ça continue, hein, mais qui ont été faits sur les dernières dizaines d'années. Et le trouble borderline, c'était pas un trouble en psychiatrie, en santé mentale d'intérêt. Ça le devient aujourd'hui et on s'en ravit au vu de la prévalence en population et au vu de l'impact que ça a sur les jeunes et puis les moins jeunes. Donc, on va dans le sens de pouvoir poser le diagnostic lorsqu'on a assez de symptômes le plus tôt possible. Et il n'y a pas de souci pour qu'ensuite quelqu'un qui s'améliore et où les symptômes font moins de bruit, même très très vite, ben, on peut revenir dessus en disant que finalement, ben, il y a eu un moment de dysrégulation émotionnelle ou de comportement de mise en danger fort, mais qu'après le jeune a appliqué des outils et a été aussi résilient. Et donc, a mis en place des stratégies pour faire face efficientes et donc ne souffre plus du trouble ou ne cote plus à suffisamment de symptômes. Il n'y a pas de souci aussi pour pouvoir faire évoluer ça, pas parce qu'on a une étiquette un jour qu'on va garder cette étiquette. L'autre chose qu'on sait, c'est que ce trouble, il a une évolution très favorable. Et il y a des cohortes de milliers de patients qui, entre le moment où on a commencé à les prendre en charge, où ils ont arrivé dans le milieu des soins, et puis 10 ou 20 ans plus tard, il y a des cohortes qui évaluent sur plusieurs dizaines d'années des patients avec un trouble borderline et qui regardent qu'à partir de 10 ans, après les premiers symptômes, 91%, donc presque 9 patients sur 10, n'ont plus assez de symptômes pour coter au diagnostic. D'accord? 91% d'amélioration. Par contre, seulement 50% des gens euh, n'ont véritablement plus d'impact dans leur vie quotidienne. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, même si on ne cote plus au diagnostic après, à partir de l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, parce qu'on a stabilisé notre vie, en partie, c'est un peu ça le principal facteur d'évolution favorable, c'est qu'on a travaillé, on a mis en place des outils psychothérapeutiques et on a stabilisé sa vie. Il y a quand même 50% des patients qui gardent un impact dans leur fonctionnement, donc que ça soit dans leur fonctionnement relationnel, que ça soit dans leur fonctionnement familial, que ça soit dans leur fonctionnement donc amical, amoureux et professionnel, puisqu'on sait que c'est un trouble qui aussi a un impact handicap fort et donc avec des difficultés de s'insérer dans le milieu des études, de l'emploi ou de se réinsérer. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Formidable, c'était très clair, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu des prises en charge, de quel type de prise en charge fonctionne moins bien? C'est pas aussi manichéen, j'imagine, mais c'est pour donner quelques pistes pour Oui, les parents qui nous écoutent. bien sûr. Alors, la première chose, c'est du coup, on vous a parlé un petit peu du trouble borderline avec beaucoup de symptômes. Vous avez vu, ça peut être aussi complexe dans la diversité des symptômes. Ce qu'il faut aussi que peut-être, chers parents, vous ayez en tête, c'est que c'est un trouble qui, en soi, a aussi une symptomatologie qui peut aller piocher et qui peut ressembler à d'autres types de troubles psychiatriques. Donc, on a
notamment par ces comportements, on l'avait dit, impulsifs, parfois une alimentation qui est désorganisée, et donc on peut avoir des troubles du comportement alimentaire associés, de l'usage de substances, de la dépression, de l'anxiété, des conduites suicidaires, des douleurs. Voilà, comme ça, plusieurs choses qui vont être piochées. Et bien sûr, ce dont on n'a pas parlé, mais qui est une part forte d'explication du trouble, c'est le fait que c'est multifactoriel. Et donc, il y a à la fois une partie d'héritabilité, une partie génétique qui peut rentrer en jeu, avec cet aspect d'hypersensibilité et d'impulsivité que la personne peut avoir hérité génération d'avant et qu'on ne contrôle pas, qu'on ne décide pas, plus un milieu environnemental et de développement qui peuvent avoir eu un impact parce que la personne, elle a pu vivre ou percevoir certaines de relations, notamment dans l'enfance et l'adolescence, comme invalidante ou difficile. Et ce n'est pas que dans le cadre familial, bien sûr. Et ça, je tiens à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans mon discours. L'idée n'est pas du tout d'avoir un discours culpabilisant envers les proches, absolument pas, parce que parfois on a souvent d'ailleurs des familles qui nous disent, notamment à Connexion familiale, moi j'ai élevé mes enfants de la même manière et j'en ai un qui souffre d'un trouble borderline et l'autre pas. Et on répond, bah, effectivement, il y a aussi une part très importante en tant que soi-même, le jeune lui-même, qui a pu percevoir des choses dans les relations du passé, notamment précoces, comme invalidantes, alors que quelqu'un d'autre dans la fratrie ne l'aura pas perçu comme ça. Donc il y a cette dimension aussi de percevoir des relations traumatiques ou percevoir des relations invalidantes qui a un impact fort. Donc ça m'a fait digresser sur la partie un peu d'origine du trouble sur le trauma, qui est quand même un impact fort. Donc dans la prise en charge, ben, il va falloir évaluer tout ça. Il va falloir évaluer, est-ce qu'il y a aussi des symptômes du trauma associés? Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a d'autres comorbidités ou co-occurrences, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs diagnostics associés, ou des fois des diagnostics sont très difficiles sur le plan charnière à diagnostiquer. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les deux? C'est le cas avec le TDAH, c'est le cas parfois avec certains symptômes des troubles du spectre de l'autisme. J'ai vu qu'il y avait des questions en ce sens-là, c'est pour ça que je fais une aparté là-dessus. C'est le cas avec le trauma aussi avec l'usage de substances, avec le trouble bipolaire de type 2. Donc, des fois, les symptômes, ils sont tellement à la charnière de tout ça que souvent les jeunes passent par de multiples diagnostics avant d'en arriver au trouble borderline qui, en fait, porte en soi la possibilité d'avoir tous ces symptômes. Euh, donc ça, c'est une difficulté supplémentaire dans les soins qu'on va apporter, c'est que déjà, il va falloir faire l'état des lieux de toute cette symptomatologie, parfois un petit peu intriquée, un petit peu complexe, voilà, et puis ensuite, il va falloir s'y atteler un petit peu dans toutes ces tentacules. Bien sûr, prendre en charge le cœur de fonctionnement vide, abandonnique, et avec ses émotions et ses relations, d'une part, puisque quand même, pas s'attaquer au fond du problème, bah, ça va faire que la souffrance va continuer. Et puis aussi prendre en charge toutes les tentacules alimentaires, addictos, d'hyperactivité, d'inattention, de relations, de trauma. Et donc, à chaque fois, ben, les services de psychiatrie peuvent amener, en fonction de la symptomatologie la plus bruyante ou la plus handicapante, des réponses médicamenteuses pour soulager certains symptômes, même si pour le cœur du fonctionnement, aucun médicament aujourd'hui n'a montré son efficacité sur le plan international. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Aucun médicament aujourd'hui ne guérit le trouble borderline. Donc c'est plus, quand on utilise des traitements, c'est plus pour éteindre l'intensité de certains symptômes, l'agressivité, la colère, la dépression, voilà, ou guérir des comorbidités dépressives, anxieuses, traumatiques, mais ça ne soigne pas le cœur du problème. Et donc la voie de prise en charge pour guérir le cœur du problème, c'est entrer en psychothérapie. Et donc, une des pistes, en tout cas, c'est la psychothérapie, parfois possible chez les jeunes, mais dont je pense qu'il faut qu'on bouge beaucoup. Et je ne sais pas si j'aurai l'occasion ce soir de vous parler un petit peu des travaux et des innovations qui se font un peu partout, mais on essaye d'adapter des thérapies spécialisées aux jeunes. En tout cas, nous sur Nîmes, on a à cœur de faire ça et on a essayé d'élaborer
voilà, de récupérer des outils qui avaient été montrés déjà validés, d'adapter spécifiquement à la tranche d'âge 16-25 ans, qui semble être la plus bruyante parce que plus d'impulsivité, plus de mise en danger. Et donc, on espère, on a fait un essai randomisé, contrôlé depuis quelques années sur le CHU de Nîmes. On espère que les résultats seront probants. Et a priori, si tout se passe bien, de toute façon, la thérapie, elle est déjà dispo, mais je sais que c'est voilà, aussi des gens un peu partout qui nous écoutent. Cette thérapie, pour l'instant, elle n'est pas dispensée dans d'autres centres que Nîmes. Et puis, c'est pas la seule, hein. Il y a des thérapies, je vais vous en parler juste après, disponibles partout sur le territoire. Mais en tout cas, pour le territoire gardois, pour l'instant, on a structuré comme ça. Et on a la perspective peut-être aussi de pouvoir rendre ça accessible par un livre à partir de l'année prochaine. Donc, j'aurai l'occasion, j'espère, de vous recommuniquer là-dessus. En attendant, dans le champ des psychothérapies, partout sur le territoire aujourd'hui, dans effectivement des centres, plutôt des centres hospitaliers universitaires bien sûr, on a un accès à de la psychothérapie spécialisée dans le trouble borderline. J'ai bien en tête la difficulté pour certains d'entre vous d'avoir accès à ces structures-là parce que bah, parce que l'éloignement géographique, parfois parce que des équipes sont pas forcément spécialisées. Ça, c'est aussi la réalité vraie du terrain où tout le monde n'a pas accès à de la psychothérapie spécialisée. Je vous encourage à vous rapprocher d'équipes qui le sont, à la fois le jeune ou la personne en elle-même, quel que soit l'âge, et pour les proches. Donc, je vais commencer par les personnes elles-mêmes concernées. Il y a plusieurs courants de psychothérapie qui sont validés, qui sont disponibles aujourd'hui sur notre territoire. Des thérapies qui sont plus, encore une fois, je parle de plusieurs paires de lunettes pour regarder en fait un même ensemble de symptômes, on peut regarder ça différemment. Il y a de la thérapie qui est basée sur ce qu'on appelle sur des TCC, c'est-à-dire des thérapies cognitivo-comportementales. D'autres thérapies qui sont basées sur de la TCD, c'est-à-dire de la thérapie dialectique et comportementale, où on travaille véritablement sur les valeurs et puis surtout la détection et l'intervention sur les émotions, valider les émotions, etc. Il y a de la thérapie qui est centrée sur la thérapie acte, d'acceptation et d'engagement, où là, on va travailler spécifiquement les valeurs et la possibilité d'accepter radicalement que je puisse parfois dysfonctionner d'être aussi dans une volonté de changer, de prendre conscience de mes comportements pour les changer. Il y a aussi des collègues, notamment en Suisse, à Versailles, mais aussi ailleurs, qui font de la thérapie basée sur de la mentalisation. C'est-à-dire qu'on aide à mieux réfléchir sur la manière dont on pense les choses et où on les perçoit. Et puis, il y a des thérapies d'autres, systémiques, analytiques, basées sur le transfert, etc., qui se font. Donc, les offres de psychothérapie sont larges aujourd'hui. Euh, et il y a beaucoup de recherches qui est faite là-dessus pour essayer de tester des nouvelles choses, des sessions plus brèves, des sessions plus longues, des sessions qui prennent en compte les comorbidités du trauma, qui essayent de nouveaux outils, etc. Donc le panel des psychothérapies, il est large. Mais voilà, de manière générale, mon message, c'est euh, la base du traitement, ce n'est pas le traitement médicamenteux, même si ça peut aider parfois certaines personnes comme une béquille sur certains symptômes ou certaines complications. L'enjeu, c'est véritablement d'essayer de travailler la motivation à rentrer en psychothérapie, que ça soit en individuel ou en groupe. Parce que bien sûr, la psychothérapie, elle peut se faire en individuel, mais on trouve aussi beaucoup plus favorablement des groupes, puisque c'est beaucoup plus facile aussi pour les thérapeutes de délivrer de la psychothérapie de groupe, et c'est tout aussi efficace. Donc je vous encourage bien sûr tous à essayer de regarder un petit peu sur chaque territoire les possibilités de groupes de thérapie spécialisés que vous avez. Et ensuite, il y a un troisième champ que j'ai pas abordé et qui pourtant est mon dada et que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs pays dans le monde et notamment l'Australie comme pionnier depuis plus de 20 ans, mais ça se fait aussi à Québec, ça se fait aussi aux Pays-Bas, ça se fait aussi en Allemagne, ça se fait aussi en Suisse, qui se sont dit, mais en fait, il y a aussi toute une partie de la population, que ça soit les jeunes, très jeunes, que ça soit des gens plus sévères ou que ça soit des gens
avec d'autres cognitions altérées qui en fait n'arrivent pas à bénéficier de la psychothérapie, soit parce qu'ils sont tellement sévères qu'il y a aussi des hospitalisations qui continuent, de la mise en danger qui continue, des tentatives de suicide qui continuent, et où ça c'est souvent un critère d'exclusion à la psychothérapie, pas tout le temps, mais ça peut l'être. Et donc il y a aussi tout un champ des patients qui en fait sont pas disponibles psychiquement pour faire de la psychothérapie ou qui en sont non inclus ou parfois exclus, et où il faut aussi qu'on puisse réfléchir à d'autres manières de prendre en charge. Et donc, il y a plein de pays qui, depuis des dizaines d'années, font aussi un accompagnement plus tourné sur la réhabilitation psychosociale, avec un accompagnement qui est plus personnalisé, ce qu'on appelle le case management, la gestion de cas. Et notamment, c'est le modèle HYPE qu'on a mis en place sur le CHU de Nîmes. On est le premier centre en France à avoir mis en place un modèle comme ça où on fait de la psychothérapie, bien sûr. On fait de la consultation diagnostique et de mise en place de traitement s'il y a besoin, bien sûr. Mais on essaye aussi de proposer aux jeunes. Et donc, Hayden, il n'avait pas eu la chance que ça soit encore créé quand on l'avait pris en charge. Mais je crois que tu avais quand même, enfin, on était tellement imbibés de cet état d'esprit que même si on n'avait pas l'équipe en Oui, place, je crois qu'on en avait déjà beaucoup parlé. oui, Où l'idée, c'est de faire un accompagnement personnalisé pour accompagner le jeune à construire son propre projet. Qu'il soit apte tout de suite ou pas à rentrer en psychothérapie, ça ne nous empêche pas de nous focaliser sur le projet du jeune, reprendre les cours, m'insérer dans le milieu de l'emploi, trouver un truc aménagé, la mission locale, un service civique, micro-lycée, d'autres choses, reprendre des loisirs parce que j'ai tout arrêté, améliorer les relations avec mes parents parce que c'est difficile, avoir un lien social, construire ma vie amoureuse. Et donc, cet accompagnement personnalisé, c'est ça le principe de réhabilitation psychosociale et c'est un peu aussi le champ d'innovation, je dirais, d'aujourd'hui dans les soins. Voilà, petite parenthèse fermée sur notre modèle HYPE en France. Merci beaucoup. Peut-être on a quelques questions pour vous, Hayden, sur le. Est-ce que vous auriez quelques outils à recommander? C'est peut-être un peu. Je sais pas si c'est peut-être pas facile comme question. des outils, personne à l'autre. Je sais que, comment dire, on m'a appris, on a essayé de m'enseigner à prendre du recul sur les émotions parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler quand on est une personne borderline, c'est arriver à ne pas plonger tête baissée dans l'émotion et réagir sous le coup de l'émotion. Ça, c'est parce qu'on fait jamais rien de bien. C'est encore quelque chose sur lequel j'ai du mal parfois à ne pas plonger dedans, mais par exemple, je sais que parfois, pour la colère, par exemple, j'avais appris des techniques de sophrologie, de respiration pour essayer d'apprendre à me détendre quand une situation me stressait ou quand j'étais en colère, pour ne pas réagir tout de suite ou pour désamorcer un petit peu l'émotion et ne pas réagir sur ce coup-là. Euh, j'écris aussi beaucoup. J'écris sur mes émotions, j'écris sur ma tristesse, je note tout sur papier parce que ça permet de sortir de ma tête, d'arrêter que ça tourne en fait. C'est important en fait si vous préférez en parler aussi, c'est très bien. Voilà, moi j'écris, je parle parce que ça permet de libérer un peu les ruminations. Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai le droit de me sentir comme ça? Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand on a quelqu'un avec qui en parler. Mais si la personne n'est pas disponible, bah voilà, essayer de décrire un peu comment on se sent parce que c'est OK, en fait, se rendre compte que c'est OK de ressentir toutes ces émotions, que c'est OK d'être débordé, que c'est OK de ne pas savoir comment réagir. Mais essayer de trouver voilà, des petits fils qui nous reviennent, qui nous maintiennent un petit peu à un état réel et de se rendre compte, par exemple, moi, je sais qu'en écrivant, parfois j'écris sous le coup de l'émotion, puis je reviens lire un peu plus tard quand je suis redescendu et je me rends compte en fait de l'état émotionnel dans lequel j'étais et je me dis, ah ouais, quand même, pourquoi je suis arrivé à cet état-là? Qu'est-ce que ça a résonné en moi? Et ça me permet de mieux comprendre parfois mes fonctionnements et mieux me dire que, bon, d'accord, cette émotion, c'était à cause de tel traumatisme ou à cause de tel état émotionnel. Du coup, bah,
qu'est-ce que je peux travailler? Et quand on a un suivi thérapeutique, c'est encore d'autant plus important que de pouvoir en reparler avec du coup son professionnel ou sa professionnelle de santé, expliquer la situation, comment on s'est senti et pouvoir retravailler dessus. C'est vraiment quelque chose de très important. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est essayer d'arriver à en parler, essayer de trouver une personne avec qui en discuter parce que rester seul avec ses émotions, rester seul avec ses pensées, qu'elles soient d'idées suicidaires, d'envie de se faire du mal ou juste des émotions qui tombent trop fort dans la tête ou cette sensation d'abandon, de vide ou autre, c'est pas possible. On peut pas rester avec, c'est empirer les choses en fait. Et plus on va le garder, et pire les symptômes vont être, et ça finira généralement par une hospitalisation parce que ce sera pas possible autrement. Donc, plus on en parle rapidement, plus on arrive à libérer la parole là-dessus sur comment on se sent dans un environnement d'écoute, de bienveillance, et plus la capacité en fait à gérer ses émotions et à se sentir légitime sera forte. Et après, Hayden, il y a aussi un outil peut-être qu'on peut partager avec tous les proches qui nous écoutent. C'est toi, en fait, tu as bénéficié d'un outil un petit peu de manière indirecte, mais où, si on reprend un peu le fil de ton évolution, bah, a été quand même assez significatif. C'est le fait que tes parents ont pu participer au groupe Connexion familiale. Et Oui, ça me permet de faire un peu aussi de penser à vous, parents qui nous écoutez. La thérapie et tout ce qu'on propose, c'est bien sûr pour la personne concernée, mais il y a aussi beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que si on propose aussi des soins, du soutien, la construction d'un réseau, on monte en connaissance et on monte en compétence avec les gens qui s'occupent des personnes qui souffrent, et bien en fait, déjà les proches se sentent mieux, mais la personne par ricochet aussi se sent mieux. Et il y a beaucoup d'études donc, qui évaluent en fait le bénéfice de certaines thérapies délivrées à des proches. Ça a été le cas dans d'autres troubles. Et dans le trouble borderline, bien sûr, je vous encourage à vous rapprocher des UNAFAM dans vos zones respectives pour vous renseigner sur la possibilité d'intégrer un groupe bref, d'intégrer un groupe Léo, où chacun va avoir ses spécificités aussi, mais où parfois on peut vous parler du trouble borderline. Et lorsque vous souhaitez quelque chose de spécifique sur le trouble borderline, eh bien, il y a un groupe pour les proches, pour les familles, pour les parents, pour les fratries aussi, qui viennent d'adapter, qui s'appelle Connexion familiale. Ils ont un site internet. Vous pouvez le regarder en francophonie et à l'international aussi. Et vous pouvez vous rapprocher de cette association qui travaille avec l'UNAFAM aussi de manière conjointe et peuvent se référencer aussi selon les territoires pour savoir où sont proposés des groupes brefs, des groupes Léo et des groupes de connexion familiale pour pouvoir le rejoindre. Donc voilà, je vois que le mail, enfin le site internet est affiché, vous pouvez aller regarder. Et peut-être, Hayden, tu peux nous parler un peu de quand tes parents ont fait ouais. connexion familiale, ce que toi, par ricochet, tu as observé et qu'est-ce qui a changé en toi? Alors, déjà, je vais commencer par une phrase, c'est ne minimisez pas l'importance que vous pouvez avoir sur une personne souffrant d'une pathologie mentale, quelle qu'elle soit. Et encore, du coup, je parle de mon cas à moi, chez les personnes borderline. Euh, Parce que je me suis enfermée pendant des années dans mes cercles fastidieux, dans toute la souffrance. Je me suis enfermée, je ne parlais plus à mes parents, c'était conflictuel. Ils ne me comprenaient pas, je ne leur expliquais pas parce que je ne comprenais pas non plus, mais ça ne marchait pas et j'en souffrais terriblement et ça a alimenté cette souffrance. Et quand mes parents ont commencé à faire connexion familiale, il y a vraiment une libération de la parole qui s'est ouverte dans ma famille. Mes parents ont appris par cette connexion familiale certains biais de comment je fonctionnais, que parfois même moi je n'arrivais pas à leur comprendre, à leur expliquer. Ils comprenaient que en fait c'était pas forcément de mon fait, que j'étais dépassée moi-même parfois parce que c'est vrai que je les mettais dans des situations compliquées. Enfin, à entendre que son enfant a envie de mourir, c'est quelque chose d'horrible. Et en fait, ils comprenaient en fait juste toute l'importance que ça avait dans ma tête
Et au lieu de parfois se retrouver du coup complètement désarmé, à ne pas savoir comment réagir et parfois mal réagir, il me laissait la possibilité de m'exprimer, de m'expliquer, de juste être moi et de pouvoir dire ce que je ressentais. Et c'est une libération en fait de pouvoir expliquer. Même parfois, je n'avais pas d'explication et on cherchait ensemble, ou même simplement, sans forcément besoin de chercher, il me laissait le droit de vivre mon émotion. Il me laissait le droit d'être pas bien, mais tout en étant là, tout en étant présent quand même, en me signifiant que si j'avais besoin, ben, je pouvais me tourner vers eux. Parfois, je continuais à avoir des comportements à risque, d'automutilation que je leur cachais, mais je finissais souvent par leur en parler. On libérait le langage dessus, j'expliquais qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi je l'avais fait. Et il y avait plus cette incompréhension et ce jugement, enfin, jugement, ouais, cette incompréhension du mais pourquoi il a fait ça, mon enfant, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? C'était d'accord, mon enfant a fait ça arrive dans le trouble, ce genre de comportement, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? J'ai voilà, ma famille s'est beaucoup tournée du coup sur la psyché, sur le fonctionnement, sur plein de techniques qu'ils pouvaient m'offrir. Et ça a tellement amélioré mes relations avec eux. Aujourd'hui, j'ai une relation apaisée avec eux, je discute avec eux, ce que je ne faisais plus avant. Je m'étais complètement renfermé. Aujourd'hui, je vis avec ma famille vraiment. Quand je passe des moments avec eux, c'est vraiment à 100% et plus isolé dans mon monde trop sombre pour eux. Je crois que le message, c'est vraiment tournez-vous vers les UNAFAM respectifs de vos territoires. Tournez-vous vers les groupes proposés par l'UNAFAM, bien sûr, que j'ai pas cité, mais bien sûr, pour les différents troubles psychiques, vers les modules de Bref et Léo, et puis connexion familiale. Et effectivement, ne minimisez pas l'impact que ça peut avoir sur votre proche, en recevant vous-même des connaissances, des compétences, et surtout, tout ça tourné pour améliorer la relation avec votre proche. Et ça, c'est vraiment le point central. Et puis, peut-être je fais aussi une petite parenthèse, mais j'espère qu'un jour, on pourra aussi avancer sur la proposition de formation, parce que je suis intimement convaincue que les connaissances et la manière de bien prendre en charge, elle ne peut bouger que si on est mieux formé. Et donc, j'espère qu'un jour, on pourra arriver à la structuration de, qui serait complémentaire à Connexion familiale, bien entendu, et à tout ce que peut proposer déjà, qui peut être déjà proposé, mais d'aller plus loin. Et parce que je vois vos centaines de questions. Est-ce que c'est pareil qu'un TDAH? Est-ce que c'est pareil qu'un trouble bipolaire? Et je me dis, en fait, tout ça, si vous êtes demandeur et que vous avez ces questions, à la fois, ça peut être frustrant parce on n'a pas le temps dans ce webinaire de répondre à tout. Et en même temps, c'est tellement pertinent que probablement, pour que vous puissiez aussi mieux accompagner vos proches, il y a une vraie nécessité de, je crois, pouvoir monter en connaissances et en compétences. Et je crois qu'Aïden, c'est ça aussi dont tu as fait l'expérience, c'est que tes parents, ils ont pu monter en connaissances et en compétences. Et puis du coup, ça a pu améliorer la relation, ça a permis de prioriser votre relation et d'éviter parfois que la relation soit abîmée parce que ben, le parent se sent impuissant, alors il peut intruser, ou alors il peut contrôler, ou alors il peut abandonner et se résigner, et où là on retravaille la posture relationnelle, on la repositionne et on rechoisit de ce qui... On n'est pas le thérapeute de son enfant et on ne l'abandonne pas non plus, mais on rechoisit une posture d'aimant et on soigne la relation, et c'est ça le principe de fond. Et donc je vous encourage vraiment à vous rapprocher, sachant que ce sont des groupes qui sont dispensés de manière gratuite et qui sont ouverts parfois aussi trans-territoire. Donc, voilà. Et ça me permet de faire une petite transition, Clémentine, parce que on avait eu une question les jours précédents qui nous disait mais je n'arrive pas à intégrer un groupe, il n'y a pas de place, c'est pas toujours si facile. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'UNAFAM s'intéresse grandement et de plus en plus à ce trouble en particulier et qu'on va travailler sur un contenu de formation probablement hybride en ligne et en présentiel, dont on pourra vous reparler
peut-être en fin d'année. On va voir comment on avance sur le sujet, mais en tout cas, on va, travailler pour, pouvoir faire une offre complémentaire à ce que fait Connexion familiale et d'autres programmes, qu'on a déjà ou du sanitaire pour répondre à cette demande qui semble être forte effectivement au vu du nombre, de présents ce soir et des questions qui sont posées. Alors on a plein de questions, je voudrais quand même qu'on puisse répondre un petit peu à tout. Hem, 2 questions qui peuvent être peut-être un peu complémentaires. Comment se passe le diagnostic? Je crois que vous avez répondu pas mal, à ça Clémentine en disant en fonction des symptômes observés, on peut poser un diagnostic même tôt. Et une question peut-être pour Hayden qui était, est-ce que, vous avez pu intégrer de suite ce diagnostic ou est-ce que ça a pris un peu de temps à comprendre, à accepter? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, quand on m'a posé le diagnostic, j'ai eu la chance qu'on me l'explique très rapidement. Et dans ma tête, je me suis dit, OK, ça ressemble à ce que je ressens, effectivement. Ça a été, alors, je dis pas que ça a été super la joie, parce que bah, apprendre qu'on a atteint un trouble psy, alors en plus, on a cherché pendant des années qu'est-ce qui se passait, ça peut être compliqué. Mais voilà, moi, j'ai vraiment été dans cet état d'esprit de: «D'accord, j'ai un trouble psy, mais on sait ce que c'est, donc on peut agir dessus, c'est curable. On peut m'aider». Donc j'ai vraiment accepté, le diagnostic. Alors, au départ, c'est vrai qu'il y a eu un petit laisser-aller, on va dire, dans ma capacité à me prendre en charge. Je me suis pas pris en charge tout de suite. J'ai un peu été long, le temps de bien comprendre ce qui se passait, le temps d'accepter, parce qu'au départ, j'ai vraiment vécu ça, même si le docteur esthétique avait été très clair sur le fait que, ça pouvait s'améliorer. Sur le coup, je me suis dit: «Ah, c'est pas curable, je m'en sortirai pas. Jamais de la vie je pourrais sortir, de ces fonctionnements mentaux». C'est si dur de se dire qu'on va sortir de ces schémas. C'est long, c'est fastidieux et chaque fois que je rechutais, à chaque fois que je retournais à l'hôpital, je me disais: «C'est pas possible, je m'en sortirai jamais». Mais en fait, en voyant la détermination des soignants autour de moi, des psychiatres, des psychologues, bah, et de ma famille et de ma compagne, bah, petit à petit, j'ai commencé à me dire: «Oui, il y a une vie en dehors. Oui, je peux agir dessus et oui, on va m'aider». Donc c'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à être plus dans les soins et à avoir une amélioration nette, sur mon comportement. On a 2 questions, d'aidants, probablement des parents qui demandent comment est-ce qu'on peut se protéger nous, en tant que famille de ces émotions, débordantes que vous avez, évoquées, sans blesser psychiquement la personne qui les traverse. Alors c'est une question, centrale, et c'est une question qui montre que, voilà, il y a déjà beaucoup de souffrance qui a été, expérienciée et hem, ce serait très difficile pour moi de donner un mode d'emploi rapide. Tout ça, c'est ce qu'on apprend dans les groupes, notamment de connexion familiale ou dans les suivis, c'est d'arriver à ajuster sa posture entre une posture de validation, où il va falloir que le parent, pour parler là, ce que vous disiez, soit suffisamment validant envers son proche, arrive à reconnaître ses ressentis, les légitime, hem, donc cette posture de validation des émotions et de la souffrance et aussi, l'aspect de pouvoir poser des limites, de pouvoir poser un cadre. On n'est pas non plus donc ni le thérapeute de son enfant, ni dévoué corps et âme à tout accepter quand ça vient empiéter sur nos propres valeurs parentales et c'est tout ça le champ du travail, notamment à Connexion familiale, c'est de comprendre que, on peut soigner la relation avec son enfant si on comprend ce qui se joue, si on comprend le fonctionnement de son enfant, si on comprend son propre fonctionnement, si on comprend la relation.
si on trouve ce juste équilibre de positionnement relationnel entre je dois être validant, bienveillant, empathique, compréhensif, etc., mais je dois aussi me protéger, poser ma propre limite, je dois moi aussi réfléchir à ma manière de fonctionner et à pouvoir prendre soin de moi si j'en ai besoin, créer un réseau de soutien si j'en ai besoin, demander des soins si j'en ai besoin. Et tout ça participe en fait à trouver ce juste équilibre. Donc j'ai du mal à le résumer plus bref que ça, mais c'est travailler cette posture à l'équilibre entre à la fois être soutenant de son enfant et à la fois pouvoir mettre aussi sa propre limite et prendre soin de soi. Voilà, c'est un peu cette balance-là qu'il faut réfléchir et c'est à chaque famille, à chaque proche, à chaque parent, un équilibre différent. Donc, me permet de vous indiquer aussi que à l'UNAFAM, on propose ce qu'on appelle l'atelier d'entraide prospect. C'est un atelier qui dure 3 jours, qui est du pair à pair. Ce sont des bénévoles formés qui ont eux-mêmes des proches souffrant de troubles psychiques qui vont pendant 3 jours partager avec un fil conducteur, bien sûr, euh, c'est des modules qui vont être progressifs avec les participants et les sujets dont vous parliez tout à l'heure, Clémentine, à l'instant, sont exactement ceux qui vont être travaillés. À la fois se refaire un réseau, reconstituer son réseau d'aide parce que ça peut être soutenant, pouvoir travailler aussi sur des limites, des cadres, se préserver, et en même temps être dans la compréhension. Donc, je vous recommande de vous tourner vers les délégations UNAFAM pour voir les ateliers d'entraide prospect qui sont proposés près de chez vous, parce que ça peut aussi être une aide précieuse euh, dans ce cas-là. Alors, on a encore plein de questions. Une question pour le docteur Estri qui dit, est-ce que vous avez beaucoup de vos jeunes patients qui ne veulent pas associer les parents, par exemple? alors, j'ai pas forcément de chiffres qui seraient un Ah, peu le reflet de la réalité. On en a qui veulent et qu'on encourage à associer les parents, même s'ils sont majeurs, parce que ça, c'est souvent un frein aussi. Parfois, en psychiatrie, des fois, on est un petit peu embêté à partir de 18 ans où on se permet plus, ou parfois on fait plus vraiment le lien avec les proches, alors que c'est parfois important pour certains. Et on a aussi d'autres jeunes qui ressentent le besoin de pouvoir construire leur propre projet personnel en dehors parfois d'un contexte familial. Et donc, je dirais que notre posture là aussi, c'est de pouvoir accompagner ce que la personne souhaite. Mais qu'elle soit majeure ou pas, si elle souhaite travailler la relation, ben, on travaille avec la famille, on essaye au max. Et si le jeune, finalement, voilà, ne le souhaite pas, ben on respecte aussi et ça ne nous empêche pas de proposer à la famille, des fois par d'autres thérapeutes aussi, de la, des soins pour les proches. Donc, c'est cas par cas, quoi. Mais on a les deux, ouais. deux questions qui reviennent par rapport à la corrélation avec le TDAH quand même. Donc, je me permets de me poser quelques minutes là-dessus. Euh, une question qui était sur est-ce qu'il y a une corrélation entre TDAH et troubles borderline ou avec des troubles 10, et une autre complémentaire qui dit euh, yo-yo émotionnel, impulsivité avec mise en danger, troubles relationnels sont communs aux troubles borderline et au TDAH. Les pensées suicidaires et la peur panique de l'abandon sont-ils des symptômes additionnels qui font pencher le diagnostic vers un trouble borderline en plus ou à la place du TDAH? C'est une question très importante. C'est une question qui est toujours discutée et encore plus avec l'avancée de la recherche sur cette thématique-là aujourd'hui. Il y a des équipes spécialisées sur l'étude de ces relations-là. L'équipe du professeur Péroud en Suisse, l'équipe du professeur Weibel et de Louisa Weiner à Strasbourg travaillent spécifiquement sur ces questions-là de comorbidité ou de co-occurrence pour essayer d'être simple.
Je crois que, en fait, ma réponse simple, ça va être j'ai pas de réponse tranchée, c'est-à-dire que chez certaines personnes, on peut tout à fait voir une symptomatologie qui va être commune, puisque le fait de pouvoir dysréguler les émotions, le fait de pouvoir avoir des comportements impulsifs, ce sont des symptômes qu'on retrouve dans les deux diagnostics. On aurait plutôt tendance effectivement à dire que le fait de considérer les problèmes relationnels comme la source du problème, c'est quelque chose qui est plus probablement spécifique à un fonctionnement borderline qu'à un TDA, parce qu'on peut tout à fait avoir un TDAH sans difficulté relationnelle ou pas comme la source, mais comme conséquence, parce qu'on est parfois rejeté, parce que... Donc c'est ça la première nuance. Et puis la deuxième nuance que j'apporterai, c'est que on peut tout à fait avoir un... Dans le trouble borderline, il y a de plus en plus d'études où on regarde un petit peu l'aspect cognitif, donc l'aspect des fonctions neurocognitives, et où on trouve que dans ce trouble-là, c'est altéré, notamment sur tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui nous permettent de planifier, d'organiser, de prendre des décisions, de contrôler nos actions. Tout ça, c'est retrouvé altéré sur le plan cérébral. Et donc, il peut y avoir aussi des troubles attentionnels qui font partie du diagnostic du trouble borderline parce qu'il y a des altérations dans le cerveau. Et alors, on va dire, bah non, j'ai des troubles attentionnels, je souffre d'un TDAH. Bah, les troubles attentionnels peuvent faire partie du trouble borderline, mais c'est une possibilité. Mais il peut y avoir aussi plusieurs autres possibilités. On a pu se méprendre et on a pu diagnostiquer un trouble borderline ou un TDAH alors que c'était un autre diagnostic et en même temps, on n'a pas la vérité vraie d'un cerveau, donc c'est toujours une opinion clinique subjective. Et puis, il peut y avoir aussi la possibilité que ces choses-là comorbides, que ces diagnostics-là comorbides soient co-occurrents, c'est-à-dire que viennent, on peut avoir un TDAH sur le plan neurodéveloppemental ou des 10 depuis l'enfance, et puis avoir aussi tout ce schéma multifactoriel qui a fait qu'on a aussi un trouble borderline. Euh, donc, tous les cas de figure sont possibles et je crois que le mot principal que je vous dirais, c'est que aucun réductionnisme n'est probablement juste. Donc, le trouble borderline, ce n'est pas pareil que le TDAH. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux. Parfois, il y a des symptômes qui sont communs et donc tout ça, c'est la complexité aussi de l'évaluation médicale qui permet d'approcher un petit peu ça. Mais en tout cas, c'est des questions vraiment très pertinentes et très pointues, quoi. Merci, très clair. Enfin, très clair. Pas simple, en Pas fait. simple. Et c'est la même question avec parfois l'autisme, Oui. où on a aussi des difficultés relationnelles et où la question va être la même. J'ai des difficultés relationnelles, ben oui, effectivement, et elles font souffrance, oui, effectivement. Mais ça aussi, ça peut appartenir à la symptomatologie du trouble borderline. Donc, et c'est la même question qu'on se pose avec le trauma. On a beaucoup de patients qui viennent aussi en nous disant, mais est-ce que vous pensez pas que j'ai plutôt un trouble de stress post-traumatique, voire complexe? Bah oui, et en même temps, c'est la même chose. Vous pouvez avoir que l'un, que l'autre, ou les deux. Hmm. De la même manière de la dépression, de la même manière avec le trouble bipolaire, de la même manière avec les troubles du comportement alimentaire. Donc tout ça, je dirais que ça va être la finesse un petit peu d'évaluation diagnostique, le fait aussi de prendre le temps. On sait que parfois bah, les jeunes n'ont pas le temps et puis la famille n'a pas le temps non plus parce que c'est tellement sévère qu'on a envie d'agir vite. Et en même temps, c'est vrai que nous, d'un point de vue médical, parfois ce qui m'aide beaucoup dans la pratique clinique, c'est d'arriver à suivre les jeunes enfin, au fil du temps et de voir comment les choses évoluent, comment les choses se mettent en place petit à petit. Et ça nous aide beaucoup à affiner le ou les diagnostics et le ou les symptômes les plus invalidants. Merci. J'ai une question pour Hayden, peut-être. Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle un comportement limite dans le cadre relationnel? Est-ce que vous auriez des exemples à donner? Un comportement limite, enfin, à mes yeux, ce serait un comportement. En fait, justement, ce que je disais, quand une personne a la sensation, quand elle a un trouble, pardon, excusez-moi, quand une personne borderline a la sensation d'être abandonnée et qu'elle va avoir envie de se faire du mal immédiatement, ça va être un comportement qui va être jugé limite, ou sinon envie de mourir aussi. En fait, c'est
comment dire, la réponse, enfin, ça, c'est un comportement pas du tout adapté à la situation, complètement énorme par rapport au fait de base. Surtout quand on sait que parfois que ce sont juste des sensations, c'est juste de l'esprit qui trompe. Euh, Ça va être des crises de colère au point d'être violent parfois, là où c'était juste une conversation à la base. Ça va être tout ce genre de comportement d'autodestruction envers soi ou envers les autres qui seront juste énormes, enfin, qui ne seront pas adaptés voilà, à la situation de base. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si le docteur Estrick est d'accord avec moi, Oui, c'est mais vrai, c'est très juste, Aiden. Là, tu soulignes des fois le jugement qu'on peut avoir sur ces comportements, et donc tu les as toi-même sur les tiens, avec leur caractère un petit peu disproportionné. Parfois, dans les comportements, bon, les comportements limites, même si on parle de troubles limites, mais oui, c'est toujours difficile cette question. Des fois, on peut entendre derrière limites, parfois c'est une interprétation que je me fais peut-être. Des fois, il y a des comportements qui sont plus ou moins ambivalents. Euh, oui. ou à la fois, bah, comme tu le disais tout à l'heure, on peut avoir très très peur de l'abandon et en même temps, sans le vouloir, on le provoque. Ou alors parfois, voilà, on peut avoir très très envie dans une relation que les choses se passent bien et puis par la manière dont la relation va s'abîmer, ben, en fait, elle va se détériorer, ce qui est parfois le cas des fois avec des situations un petit peu de mensonges où on contrôle la relation par le clivage, Voilà, donc c'est parfois ça aussi ce qu'on peut appeler un peu limite dans le sens où je suis pas forcément tout le temps alignée à mes valeurs, mais où des fois l'impulsivité me rattrape et Oui. après je m'en mords les doigts et alors voilà, donc ça peut être tout ça. Mais c'est vrai que c'est un terme un peu Bah, c'est vrai que honnêtement, compliqué. quand on parle de comportement limite, quand on parle de mes comportements en disant comportement limite, je trouve ça un peu péjoratif. Parce que sur le coup, moi, je me rends pas compte. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut noter, c'est que souvent, on s'en rend pas compte. C'est que après, une fois que l'émotion est redescendue et qu'on prend du recul sur la situation, qu'on se dit, d'accord, j'y suis peut-être allé un peu fort. Ça m'arrive plein de fois. Parfois, je me mets en colère, mais ça me paraît justifié sur le moment. Et je me dis, non, mais vraiment, il faut que j'exprime. Et c'est après, je me dis, j'aurais peut-être dû l'exprimer autrement. Ou j'aurais peut-être dû attendre un petit peu que ce soit posé. Parce que parfois, je dis des choses qui dépassent ma pensée, qui dépassent mes valeurs, comme vous l'avez dit. Des choses qui ne me ressemblent pas, qui ne ressemblent pas à la personne que je suis au quotidien. Parce que submergé par l'émotion, je dépasse les limites de ce que moi je trouve acceptable, qui mène du coup à de la culpabilité et de la honte. Et bon, j'ai des comportements voilà, que d'autres appellent limites, parce qu'ils sont limites acceptables dans la société. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu péjoratif utilisé comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, Aiden, on a plusieurs commentaires qui nous disent merci, qui te disent merci pour ton témoignage si important pour aider tout le monde à comprendre ce trouble. Donc, merci de la part de tous. Eh ben, avec grand plaisir. De toute façon, si mon témoignage peut aider d'autres personnes à aborder le trouble différemment, des personnes qui en souffrent ou des personnes qui côtoient des personnes, des proches ayant ce trouble, moi, c'est avec grand plaisir que je donne mon témoignage si ça peut aider. C'est précieux. On peut peut-être prendre encore une ou deux questions, sauf si peut-être, je crois que docteur Estrie, vous vouliez partir un tout petit peu plus tôt, C'est ou ça bon, va? pour moi, une ou Ça deux va? questions, c'est possible. Formidable. Si une question importante, comment est-ce qu'on peut accompagner un jeune pour l'aider à se diriger vers des professionnels quand il est dans cette question éminemment compliquée et peut-être qui peut s'adresser à vous deux d'ailleurs. Bah, moi, personnellement, si je devais donner un conseil, c'est essayer de faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas grave, oui, c'est pas grave d'avoir besoin d'un coup de main psychologique ou psychiatrique. C'est même très important et c'est très sain comme comportement que de s'en rendre compte. Il n'y a aucune honte à avoir à consulter. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a marqué au départ quand on m'a fait voir quelqu'un. C'est vraiment ce rapport que j'avais en me disant, mais je suis pas fou, je suis pas malade mental. Parce que c'est vrai que c'est très encore
mal vu, on va dire, que ce soit dans les films ou des choses comme ça. C'est très rapporté à des comportements très forts et en fait, on ne peut pas toujours comprendre pourquoi on doit aller voir quelqu'un. Bah, juste parfois discuter, normaliser le fait qu'avoir besoin de parler avec quelqu'un, autre que des amis ou de la famille, un spécialiste, un professionnel de santé mentale, c'est OK. Et c'est même voilà, très bien, en fait, c'est sain pour le mental, parce que c'est quand même un lieu, les psychologues ou les psychiatres, de sécurité médicale aussi. Alors jusqu'à un certain point, mais où on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne sortira pas de la pièce. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de pouvoir me dire, je peux parler, je peux me vider mon sac, je peux exprimer ce que j'ai exprimé. Je suis écouté par une personne formée pour ça. Parce que parfois, bah, les proches et des amis ne sont pas en capacité de tout le temps entendre. Et vraiment, voilà, juste dire à la personne que c'est OK, ce n'est pas grave, ça ne fait pas d'elle une personne différente. Ça fait juste besoin d'elle une personne qui a besoin d'un petit peu d'aide et c'est complètement OK. Je crois qu'effectivement, tout ce travail de la lutte contre la stigmatisation et l'accès aux soins, il est central. Et puis après, parfois, c'est vrai que c'est aussi de l'individuel. Donc, des fois, on peut passer par des services un petit peu d'aller vers les jeunes. Je sais qu'à Nîmes, on a mis en place des petits trucks qui sont comme des food trucks pour essayer d'aller prêcher la bonne parole de la santé mentale auprès des jeunes directement devant la sortie des lycées, devant les IUT, à l'esplanade, devant les arènes. Donc, se mettre en place des initiatives chouettes comme ça, de pouvoir aller vers les gens qui ont du mal à arriver vers nous. Donc, il y a ces initiatives de Psytruck, il y en a d'autres. Il y a des équipes aussi qui permettent parfois des équipes de liaison entre l'adolescence et l'âge jeune adulte qui permettent d'aider à la transition. Il y a, voilà, et puis aussi tout le champ du médico-social euh, et des médecins généralistes et autres qui peuvent aider à faire en fait une première étape en confiance avec son généraliste, en confiance avec quelqu'un qui nous prête du soin dans le cadre scolaire ou dans le cadre éducatif. Et hop, ça fait raccrocher aux soins dans un deuxième temps. Donc des fois, c'est progressif et c'est OK comme ça et c'est bien. C'est pas qu'une question. Déjà, le trouble borderline, c'est pas une question d'expert et c'est pas qu'une question médicale. Donc, il peut y avoir aussi vraiment, voilà, différentes strates comme ça qui peuvent amener du mieux. Super, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, même si on n'a pas peut-être pas pu répondre à toutes vos questions, mais on espère pouvoir revenir vers vous rapidement avec d'autres formats peut-être, sans doute. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Dr Estrik et Hayden. C'était passionnant de vous écouter dialoguer sur ces sujets et on pourrait discuter encore longtemps. Très, très longtemps. Merci en tout cas pour voilà, tout ce partage, c'était super. Merci à tous les participants. Vous êtes restés très nombreux jusqu'au bout. C'est toujours un grand plaisir. Vous dire que je vous ai donné quelques informations sur, et je crois qu'il y a des choses qui sont postées là en ce moment dans le chat, des informations sur les ressources que l'UNAFAM pouvait proposer. Donc vous en trouvez énormément sur notre site internet www.unafam.org. On a une page aussi dédiée spécifiquement pour toutes nos formations pour soutenir l'entourage familial. Donc là, il y a une description de chaque type de formation qui existe, qui sont des formations en présentiel, en groupe, mais aussi souvent hybrides, donc associés avec des modules e-learning que vous pouvez suivre seul, en amont d'un contenu en présentiel. On tient beaucoup au présentiel à l'UNAFAM parce que sortir, voir d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, c'est très soutenant aussi pour vous-même en tant que proche. Voilà, on a aussi une ligne d'écoute avec des psychologues très pointus qui sont à votre disposition.
C'est le 01 42 63 03 03. Les psychologues c'est une ligne d'écoute anonyme et gratuite. Elles sont très pointues, elles sont là du lundi au vendredi soir. Donc n'hésitez pas. Et puis on a aussi des permanences spécifiques à l'UNAFAM au niveau du siège, avec des psychiatres, des assistantes sociales, un référent école qui peut aussi aider, par exemple, quand il y a des ruptures liées à des troubles qui ne permettent plus d'aller en classe, pour retrouver ce lien-là. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour clôturer ce webinaire ce soir, pour vous donner tous ces éléments. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je remercie encore nos deux intervenants pour tout ce qu'ils nous ont livré ce soir. Bah, merci à vous pour l'invitation et c'était avec un grand plaisir. Avec plaisir, à refaire. Merci Je serai beaucoup. dispo. Merci Merci. Aïden de ton témoignage. Merci de votre invitation. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.